commencer. Je ne sais pas s'il y a encore des gens. C'est bon? Voilà, merci pour tout d'être venu avec nous ce soir pour parler de résilience alimentaire et de climat. Donc on a la chance d'accueillir Stéphanie Guémou et Christian Tschöcke qui va pouvoir, eux deux, vont pouvoir échanger sur les défis autour de l'alimentation sur le territoire. Donc on a la chance d'organiser ça avec le CPE Cassis-Garonne et le Fab Lab Origami. Donc l'idée est un peu venue indépendamment et qu'on a décidé d'organiser ça ensemble. Donc pour le Fab Lab, c'est dans le cadre des cycles low-tech. Donc la thématique de ce trimestre, c'est l'alimentation. Donc on aura cette conférence ici ce soir et mardi, le second mardi de novembre, on le 10. Des ateliers. Le 10. Le 10 novembre, oui, exactement, la date précise, c'est le 10 novembre. Des ateliers autour de la conservation des aliments et le 8 décembre, ce sera autour des cuiseurs et comment on peut cuisiner soi-même localement. Donc voilà, et je vais laisser Nathalie présenter le programme ce soir. Voilà, donc pour ce soir, donc pour cette conférence, on aura donc dans un premier temps Stéphanie Guémou, pendant une bonne demi-heure à peu près, voilà, qui nous présentera voilà, tout ce qu'il a pu mettre en place et il fait ça, mais bon, il y en a quand même beaucoup d'actions qu'il a déjà mis en œuvre. Ensuite, Christian Tschöcke donc, nous présentera un peu l'impact du changement climatique sur l'agriculture, donc sur les productions agricoles, donc sur l'alimentation. Et ensuite, ce qui nous paraissait aussi important, c'est que des acteurs locaux du territoire qui se sont vraiment engagés viennent témoigner de ce qu'ils mettent en œuvre au quotidien, certains depuis plusieurs années ou certains depuis tout juste 6 mois. Voilà. L'idée, c'était d'avoir un petit panel de ce qui existe. Donc on aura le Pays Midi Quercy avec son plan alimentaire du territoire, on aura le Sivam Semaille avec le groupement d'achat citoyen, le jardin de Cocagne, le jardin des Gorges de l'Aveyron qui est situé à Fénérol, et aussi le nouveau drive de nos fermes qui sera présenté par le Maraudeur qui est une exploitation agricole et qui fait des volailles et qui est sur 50 km d'environ. Voilà un petit peu, ça vous donnera un panel pour réfléchir à toutes ces questions-là. Peut-être un petit mot sur le Covid aussi rapidement. Voilà, et, donc on est tous masqués. Pendant cette période de crise, donc on vous demande de respecter bien sûr les mesures sanitaires. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir tous avec un masque. Et aussi, si certains d'entre vous étaient cas contact, voilà, on leur demande de quitter la salle. Bon, mais on espère que tout le monde est venu et n'est pas cas contact. Voilà. Par contre, si vous deveniez cas contact, voilà, vous devez nous prévenir. Ou le Fab Lab, ou le CPIE, voilà, pour nous dire, pour qu'on puisse en informer l'ensemble des participants. Alors on a de la chance aujourd'hui parce qu'on peut être 60 dans cette salle. Et bon, je crois que la journée de demain, on n'aurait pas pu faire. Donc on vous demande d'être... on a essayé d'espacer au maximum les chaises. Si vous êtes en couple, bien sûr, vous pouvez vous rapprocher. Mais essayez de respecter, on va dire, le mètre autour de vos chaises. Voilà. C'est tout, je pense que on va adopter Stéphane et Christian à venir peut-être se présenter là. Moi je sais pas comment vous préférez le faire, parce que Stéphane, tu veux. Tiens, si tu veux. Parce que là, parce qu'on a du mal à se comprendre, donc on préfère. On respecte les règles, mais on se tient à distance. Bonjour, bonjour à tout le monde. Merci au Fab Lab, au CPIE de m'avoir invité, ainsi que aux autres structures venues largement compléter les propos que je vais vous tenir. Donc en fait, en une demi-heure, je vais essayer de résumer 20 ans de réflexion. Voilà, 20 ans de réflexion et d'action autour du plus vieux sujet du monde. Je n'ai rien inventé, c'est tout simplement un sujet que j'ai juste dépoussiéré. Voilà, c'est le lien entre l'alimentation et la sécurité.
Voilà, donc je m'appelle Stéphane, je suis à moitié originaire du Lot et à moitié de Toulouse. Et dans la ferme familiale, là, sur les côtes du Quercy, donc à Beauregard, mes grands-parents étaient agriculteurs, paysans en polyculture élevage, et on a toujours bien mangé, toujours. Il y avait quasiment la totalité, enfin, peut-être 80% de l'assiette qui provenait de la ferme, qui était nourricière, faite de la viande, des légumes, fait de tout, quoi. Et mes grands-parents, au fur et à mesure de l'âge, ont abandonné quelques ateliers de production, et notamment les brebis, mais on continuait toujours à bien manger. L'assiette était toujours pleine. Et lorsque ils ont complètement arrêté, il n'y avait plus de production à part quelques poules et quelques légumes. Et lorsqu'ils sont morts, bien en fait, il n'est resté que de la menthe et du basilic. Mais on avait toujours l'assiette pleine. Donc là, je me suis dit, mais cette ferme nourricière qui a permis à plusieurs générations de familles de se nourrir, actuellement, elle ne produit que de la menthe et du basilic, mais en plus, à l'échelle du village, c'est à peu près la même chose. Et en fait, le fait de ne plus voir la nourriture que l'on continuait à consommer, ça m'a toujours interpellé. Et j'ai fait donc des études d'aménagement du territoire, de développement local, géographie, aménagement du territoire, développement local, et mon premier travail, ça a été l'installation agricole. Voilà, accueillir des candidats à l'installation en agriculture. Et le 1er janvier 2000, ça a été ma résolution du millénaire, je me suis engagé chez les sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le monde de la sécurité civile et de la sécurité en général. Et j'ai installé, je contribue à installer des candidats à l'installation en agriculture. Donc j'avais donc cette double vision, production alimentaire et sécurité. Ensuite, en 2003, lorsque j'ai été embauché comme conseiller en développement local dans une communauté de communes, comme conseiller en développement local généraliste, conseiller auprès d'élus, j'apprends l'existence des AMAP, donc des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, que la majorité des gens ici sûrement connaissent. Et en fait, c'est là que je me dis, mais c'est du développement local, les AMAP. C'est quelque part en miniature ce que nous pourrions réaliser dans nos territoires et même plus largement dans l'ensemble de notre société. En fait, ça posait les 3 piliers de la expression développement durable. Mais ça permet quand même de poser certaines choses. C'est-à-dire les 3 piliers, économie, écologie, lien social. Économie, pourquoi? Parce que des consommateurs, en s'organisant, achètent à l'avance une production à des producteurs des prix basés au minimum sur les coûts de production. Donc en fait, le producteur vit en fin de son métier puisque c'est lui qui fixe le prix, suivant ses coûts de production. La richesse reste également fixée sur le territoire. Ça ne va pas enrichir les multinationales à travers les grandes surfaces. Le pilier écologie, c'est-à-dire qu'il y a un deal entre les producteurs et les consommateurs, c'est moi, consommateur, je m'engage auprès de toi, le producteur, à t'acheter ta production à l'avance, à condition qu'elle soit bio ou qu'elle le devienne. Donc en fait, il y a un encouragement de la part du consommateur vers le producteur pour que ce dernier ait des pratiques agricoles beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Donc c'est cette visibilité dans le temps, sur les volumes et sur les prix, qui permet à des agriculteurs jusque-là en mode conventionnel de faire des progrès. Donc ça c'est super intéressant. Et le côté lien social, c'est-à-dire que du moment que des producteurs vivent de leur métier, ils peuvent rester sur le territoire, il faut tourner avec leur famille, les services publics, les autres commerces, tout ça. Et il y a également des liens que vous connaissez entre producteurs et consommateurs, mais également entre consommateurs. Mais à l'époque, donc, en 2004, lorsque j'ai créé les premières AMAP du département de l'Aude, à Castelnaudary et autour de Castelnaudary, il y en avait très peu en France. En France, il y en avait à peu près 10. Je voyais un 4e pilier, mais je n'osais pas forcément en parler. C'est le pilier de la sécurité.
Pourquoi la sécurité? Mais parce qu'en fait, lorsqu'on s'intéresse un peu à l'histoire, à voir, sur la portée de n'importe qui, on sait qu'on a couru après la nourriture, lorsqu'on était chasseurs-cueilleurs. Ensuite, on s'est posé, on l'a fait pousser autour de nous lorsqu'on a inventé l'agriculture au néolithique, moins 10 000, 12 000. Ensuite, pour sécuriser les récoltes, c'est grandement pour cette raison-là aussi qu'on s'est regroupé en communauté, en village. Donc c'est à partir de ce moment-là aussi qu'on a transformé l'espace en territoire. Et quelque part aussi l'aménagement de l'espace. Et c'est aussi là qu'on a grandement inventé la politique. Donc après avoir couru après cette nourriture, après l'avoir fait pousser autour de nous à titre individuel en inventant l'agriculture, après l'avoir sécurisée en groupe, maintenant c'est cette nourriture qui vient à nous. Sans qu'on s'intéresse au comment et au jusqu'à quand, est-ce qu'il y a des risques. Et si l'on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, les consuls au Moyen-Âge, et les élus dans la salle, risquent même de l'apprendre ça, parce qu'on n'est pas né avec. La légitimité politique des ancêtres des maires était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, donc il fallait se protéger des envahisseurs, il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait mettre en place un assainissement collectif, lutter contre les épidémies, tout ça. La sécurité intérieure, en tête de l'ordre public, local, et la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Donc c'était une conscience et une responsabilisation politique, collective, qui se rajoutaient à une conscience et à une responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que chacun avait un bout de jardin. Donc cette conscience et cette responsabilisation individuelle et collective n'empêchait pas forcément les famines, mais au moins en cas de pépin, ça sauvait les meubles. Et si les édiles ne mettaient pas un minimum de moyens pour mettre en place ces stocks et cette organisation collective et le contrôle des marchés, mais en fait le peuple avait légitimement le droit de se révolter. Et si l'on regarde certaines archives municipales, alors Saint-Antonin, vous devez aussi sûrement en avoir, c'est sûr. Dans les archives de Narbonne, qui sont très très bien fournies, Gilbert Larguier, un historien de l'État moderne que j'avais fait intervenir, avait retrouvé un arrêté municipal de 1720 à peu près, qui stipulait que sur certaines parcelles, il était interdit de planter de la vigne. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'une disette qui s'était déroulée quelques années avant. Donc en fait, le foncier, l'aménagement de l'espace était étroitement lié à l'ordre public. Donc le plus vieux couple de risques qui existait dans les villes, c'était approvisionnement alimentaire et ordre public. Donc cette peur du manque, c'était des sociétés de pénurie. L'abondance c'était l'exception, et parce que c'était des sociétés de pénurie, elles étaient organisées autour de la pénurie. Donc il y avait des systèmes et des mécanismes et une prévention des risques maximale avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Donc tout ça, ça partait de la conscience des risques, ce qu'on n'a plus maintenant. Depuis que nous sommes tombés dans une ébriété énergétique, qui fait que, parce que nous avons à peu près 400 esclaves énergétiques par personne, je vous renvoie aux travaux de Jean-Marc Jancovici, qui fait que, à travers les énergies que j'appelle faciles, les énergies faciles, charbon, pétrole, nous avons l'équivalent de 400 personnes qui nous donnent à manger, qui nous chauffent, qui nous transportent, qui nous soignent, tout ça. En fait, avant la découverte et l'exploitation des énergies faciles, on était obligé de faire avec ce qu'on avait autour de nous. L'espace était limité en fonction de l'énergie qu'on avait pour en sortir. Et à partir de ce moment-là,
on a complètement abandonné quelque part, contracté espace-état, et le territoire qui jusque-là servait à nous nourrir ou autre, a été complètement transformé, et la théorie des avantages comparatifs de Ricardo a pu de plus en plus s'exprimer. C'est-à-dire, la théorie des avantages comparatifs, en résumé, c'est un terroir égale une ou deux productions phares. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trouvé cette énergie magique, à partir de laquelle Sapiens, notre espèce, ne s'est jamais développée, à partir de ce moment-là, on s'est dit, eh bien, comme le transport ne coûte rien, je vais me concentrer sur les productions pour lesquelles je me sens le meilleur, et je vais abandonner les productions pour lesquelles je me sens le moins bon. De toute façon, je m'en fous, comme le transport coûte rien, ça viendra bien toujours de quelque part. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'on a spécialisé à l'extrême les territoires, nos territoires, tous les territoires, pour arriver à des autonomies, des taux d'autonomie alimentaire que nous avons actuellement, c'est-à-dire de 2%. Vous avez le cabinet Utopie qui a sorti une étude il y a 2-3 ans sur les aires urbaines de France. Et si l'on regarde celle de Montauban, c'est 3,76% d'autonomie alimentaire. Et en moyenne, en France, 2% de ce qui est consommé dans les territoires est produit sur le territoire. Donc 98% de ce qui est consommé est importé. Mais dans le même temps, 97% de ce qui est produit sur le territoire est envoyé dans notre territoire. Ça veut dire qu'il y a des transports dans les deux sens, donc ce que j'appelle moi des perfusions dans les deux sens. Et à partir de ce moment-là, à partir de l'accès à ces énergies faciles, on a quelque part transformé nos territoires en EHPAD à ciel ouvert. Je m'explique. Lorsque quelqu'un va dans un EHPAD, c'est jamais de gaieté de cœur, c'est parce qu'il y a des fonctions qui se perdent et qu'on est de moins en moins autonome. Mais nos territoires, dans la joie et dans la bonne humeur, se sont désautonomisés pour, entre autres par rapport à la nourriture, devenir totalement dépendants des perfusions qui viennent d'ailleurs. Et la question de la robustesse des perfusions, moi, elle m'a toujours taffuré, fracassé. Donc en fait, cette question-là, je me la suis toujours posée, et quand j'ai vu que les AMAP que j'avais montés dans l'Aude, on avait plus de demandes que d'offres, de demandes organisées et solvables, je m'étais dit, mais c'est quelque part notre système économique un peu à l'envers. D'habitude, il y a une concurrence entre producteurs, entre entreprises. Mais là, il y avait une concurrence entre consommateurs qui était pourtant organisée et solvable. Donc, les groupes de consommateurs que j'avais organisés, et donc on a fait de Castelnaudary, je crois à ce moment-là, la densité de consommateurs en AMAP la plus forte de France. On avait plus de 120 familles pour ce territoire. Et bien en fait, ça a attiré des producteurs du rural, de l'Aude, qui jusque-là livraient Toulouse. Donc en fait, les producteurs se sont éloignés et ont abandonné leur groupe de consommateurs, là où il y avait des densités fortes de population, c'est-à-dire Toulouse, pour se rapprocher de leur groupe de consommateurs qui étaient plus près de chez eux. Et là, je m'étais dit, mais quand même, ces pauvres Toulousains, ils avaient trouvé des bons plans, tout ça, mais maintenant, là, le rural qui s'organise, comment ils vont faire? Et c'est vrai que quand on regarde l'aire urbaine toulousaine, en 1945, il y avait pour ce même périmètre, cette même aire, 4000 et quelques maraîchers, pour 400 000 habitants à peu près. Maintenant, il y a 1 million d'habitants, il n'y a même pas 20-30 maraîchers. Donc, entre-temps, les terres les plus plates, les plus riches, les plus limoneuses, les plus mécanisables, les plus accessibles, ont été, artificialisées pour loger les gens, voire s'étaler, pour que chacun accède au rêve villa, gazon, piscine, mais également par rapport aux infrastructures, tout ça. Et à partir de ce moment-là, Toulouse, si on regarde l'université du Mirail, maintenant Jean Jaurès, le restaurant universitaire était fourni en légumes dans les années 60 par la ceinture maraîchère toulousaine. Maintenant, bon, ben, ça vient d'ailleurs comme partout. Et là, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui se passerait si un jour, il y avait un problème sur les transports? Et c'est là qu'en 2008, je décide, pour faire monter au cerveau ce risque, ce que je considère
et encore plus aujourd'hui comme un risque, j'ai décidé en 2008 de lancer une opération de locavore. En fait, c'est pas moi qui ai inventé le mot, mais c'est mon expérience qui avait été extrêmement médiatisée en 2008 qui l'a popularisé. Donc pendant un an, je n'ai consommé que des produits issus d'un rayon de 150 km autour de Castelnaudary, dans l'Aude. Donc pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. Donc je me suis mis en scène pendant un an et j'avais lancé cette opération depuis Beauregard, à côté de Caylus, au-dessus de Caylus. Donc du 9 septembre 2008 au 9 septembre 2009. Donc je m'étais fourni avec les groupes de consommateurs que j'avais organisés, donc commandes groupées, AMAP et tout ça. Je m'étais fait suivre par une conseillère d'économie sociale et familiale pour montrer si ça coûtait plus cher, moins cher ou pareil, un médecin pour savoir si j'étais tombé malade ou autre. Et il y a eu une médiatisation monstrueuse, énorme, sur ce défi-là, qui a intéressé beaucoup autour du comment. C'est-à-dire, est-ce que c'est moins cher? Est-ce que c'est meilleur pour la santé? Est-ce qu'il a gardé les copains parce qu'il doit être cher et ne demander que du local? Est-ce que c'est facile? Est-ce que... Bon, tout ça. Mais le pourquoi, c'est-à-dire le lien que je faisais entre ordre public et non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, en fait, ça n'avait pas cranté, ça n'avait pas percuté. Pourtant, c'était le titre de mon expérience, c'était bon, mangeons local, d'accord, mais le sous-titre c'était permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, deux points, une question d'ordre public. C'était le titre de mon expérience. Et je m'étais basé sur un scénario qui était, imaginons qu'il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Combien de temps on tient avec le peu que nous produisons à titre individuel, le quasiment rien que nous stockons à titre individuel, avec le fait que nous nous fournissons pour à peu près à 70% dans les grandes surfaces, qui n'ont que 2 jours de stock dans les endroits que l'on connaît, que nos infrastructures nourricières, c'est-à-dire nos paysans, à force de ne plus leur acheter leurs produits ou à force de leur acheter à des prix en dessous des coûts de production, tels des muscles que l'on ne sollicite plus, leur nombre a fondu. Et les paysans restants, ils sont extrêmement spécialisés. Avec le fait qu'il n'y a pas de stock alimentaire dans les collectivités locales et qu'il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État. Et que nous sommes devenus des populations complètement ivres au niveau énergétique, méconnaissantes des risques et devenues totalement intolérantes à la frustration. Donc 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto en termes de résilience alimentaire. Donc en fait, je m'étais dit que s'il arrivait une rupture d'approvisionnement par rapport à une pandémie grippale qui bloque, qui interdise aux transporteurs de bouger, en fait on se taperait dessus. Donc en fait, cette question-là, elle n'a pas tellement interpellé, mais ça a été le comment. Ensuite, je suis élu conseiller général sur le canton de Castelnaudary Nord, dans l'Aude, et sur un programme justement de relocalisation à travers l'alimentation pour commencer. Et j'ai vraiment la preuve encore que chez mes collègues conseillers généraux, cette question elle n'était même pas pensée. Ça m'a permis de fréquenter des préfets, des militaires, des policiers où je leur demandais, bon, mais pour vous, est-ce que la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, pour vous, c'est vu comme un risque? Si oui, qui s'en occupe? Si oui, est-ce qu'il y a des plans? Si oui, quand ça a été répété? Bon, j'avais le goût des réponses, puisque en 20 ans de pompier, j'avais jamais répété un plan comme ça. Mais ça me permettait de voir, avec le vide qu'il y avait dans leurs yeux, ou leur intérêt un peu gêné ou autre, qu'en fait, c'est une question.
Donc je décide, il y a 3 ans, de reprendre mes études parallèlement à mon travail et je fais un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires. Et au vu des retours que j'avais des professeurs concernant cette question, ils marquaient un temps d'arrêt à chaque fois. Je dis bon allez, je vais faire mon sujet de recherche de mémoire. Et j'ai décidé de me faire encadrer par un militaire et un géographe, donc un ancien colonel et un géographe qui est aussi directeur de l'aménagement du territoire d'une communauté d'agglomération à côté de Paris. Et je leur ai dit voilà, je veux prendre la température de ce sujet. Est-ce que dans le monde de la production, on réfléchit au risque et à la sécurité? Et est-ce que dans le monde de la sécurité, est-ce qu'on pense la production et l'approvisionnement alimentaire? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend même la question? Donc j'avais établi un questionnaire, il était prêt, et il manquait encore quelques semaines de cours. Et un jour arrive un gendarme qui nous a fait un cours sur les véhicules connectés, là, ce qui se préparait, tout ça. Et donc je vais le voir au café, et je lui dis voilà, j'ai écrit un article qui est paru dans la revue Préventique, une revue spécialisée dans les risques, que j'avais titré Qui veille au grain, et je posais le sujet tel que je voulais poser là. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il s'est assis, il a lu, il dit ah ouais. J'ai dit ça vous intéresse? Il dit ah ben ouais. J'ai dit ben ouvrez-moi des portes. Il dit d'accord. Bon, c'est après que je suis allé le voir que j'ai appris qu'il était aussi directeur de la division du renseignement de la gendarmerie nationale. Bon. Quelques semaines après, rebelote, et là c'était avec le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Où là, il me dit ah ouais, en effet. J'ai dit ben ouvrez-moi des portes. Donc du coup, le questionnaire, il y a eu un encadrement universitaire, hein, mais aussi 2 cautions institutionnelles. Donc il y avait double en tête. Ce qui a fait que j'ai eu énormément de retours, c'est-à-dire 50 et quelques 3% de retours. Alors pour ceux qui ont l'habitude de faire des questionnaires, si on a 5-6%, on est content. Et là, c'était des retours écrits. Et pour résumer, hein, 2 mots, ben oui, effectivement, c'est un impensé. Personne n'y pense, n'y a pensé. Il n'y a pas de plan. Et ils ne savent pas par quel bout. Quand je dis ils, c'est nos services, nos institutions ne savent pas par quel bout prendre cette question qui est devenue transversale. Et chacun croit que l'autre a un plan. Le monde de la production n'y pense pas forcément. Le monde de la sécurité fait remonter les choses, mais on arrive à un plafond de verre par rapport à l'idéologie néolibérale. Donc du coup, ça sert à rien. Je dis, ça sert à rien. Et le monde de la gouvernance pense, comme les gens, que si c'est une question, papa État doit bien avoir un plan. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de plan. Et à la question, est-ce qu'une cyberattaque sur la chaîne logistique pourrait provoquer des troubles à l'ordre public, étant donné que nos territoires de production ne correspondent plus aux territoires de consommation et que les gens n'ont rien prévu à titre individuel, ni les collectivités locales, est-ce que pour vous, ça provoquerait des troubles à l'ordre public, c'est-à-dire des émeutes? Et ils m'ont tous dit, ben oui. Et nos forces de sécurité ne sont pas dimensionnées pour ce risque systémique. Et je suis passé par le continuum sécurité-défense, c'est-à-dire ce qu'il y a entre le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire lanceur d'engin. C'est-à-dire que le vigile de supermarché serait débordé, qui fait appel à la police municipale qui est débordée, qui fait appel à la police nationale qui est débordée, qui fait appel à la gendarmerie nationale qui est débordée, qui fait appel au reste de l'armée qui est affaibli. Donc étant donné que le continuum sécurité-défense est un rhéostat, c'est-à-dire que chacun supplée l'autre, la non-territorialisation, et ce que j'en déduis, la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, à l'heure où les flux sont vulnérables et avec des populations non préparées,
c'est une question de sécurité intérieure et de sécurité nationale. Donc du régalien. Et avec le régalien, on reprend l'année. Et ça fait bientôt 2 ans que j'ai présenté ce mémoire de recherche, que ensuite j'ai publié. Ben, j'attends toujours la contradiction. J'attends toujours qu'on vienne démonter ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que chaque personne qui a répondu à mon questionnaire, donc on a des généraux, des policiers, des syndicats agricoles nationaux, la Fédération nationale des affaires, des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, historiens, géographes, tout ça, tous ont accepté d'avoir leur contribution publiée dans mon mémoire de recherche, mais aussi dans le livre que j'ai imprimé. Et il y en a qui travaillent encore. Hein. Il y a une question, est-ce qu'il existe un plan de continuité d'activité alimentaire? Eh bien, plus de 90% m'ont dit non. D'autres qui ont dit oui ou peut-être, eh ils n'ont pas voulu le détailler. Puis il y en a même un qui a dit oui, il y a un plan, il a été répété, oui, en 1940. Écrit 1940. Mais en 1940, il y avait sur tout le territoire des exploitations agricoles nombreuses, diversifiées, autonomes, et il y avait une population urbaine et une population rurale qui se connaissaient davantage que maintenant. Ils sont dans les mêmes familles. Or, aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'exploitation agricole, qui ne sont pas diversifiées, qui ne sont pas autonomes, ni en protéines végétales, ni en mécanisation, ni en semences, ni en main-d'œuvre, on l'a vu, puisque l'agriculture française marche avec des bras étrangers. On l'a vu pendant le Covid. Donc actuellement, il y aurait un problème d'approvisionnement. Non, c'est une image d'Épinal que de penser, que de croire, puisqu'on est dans de la croyance, que le rural est capable aujourd'hui de nourrir les ruraux. C'est fou. C'est complètement fou. Donc en fait, tout cela, ça a intéressé une sénatrice de Lot-et-Garonne, Françoise Laborde, qui, une fois qu'elle a lu, d'ailleurs elle y a écrit, mais une fois que je l'ai sorti, elle a posé une question d'actualité au ministre de l'Intérieur, c'était fin mai, je crois, 2019, en lui posant le sujet comme ça, et en lui disant est-ce que les services du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale avaient des plans et pensaient ce sujet tel que je vous l'ai exposé là. Donc il a répondu, il y a des vidéos au Sénat, la probabilité est faible, mais le risque est majeur. Fin mai 2019. Mais on a un plan, et si ça arrive, c'est le plan Orsec. Et c'est ce plan qui sera déployé. Alors les plans Orsec, c'est très bien, mais pour répondre à un problème qui est fait pour lui, c'est-à-dire un problème limité dans le temps et dans l'espace, pas un problème systémique. Donc du coup, ça va motiver la sénatrice Françoise Laborde à déposer un projet de résolution au Sénat, intitulé comme mon bouquin d'ailleurs, Résilience alimentaire et sécurité nationale, qui a été débattu au mois de décembre dernier, mais entre-temps, le matin même, mes analyses de la question ont été primées au Forum des risques majeurs. Donc je me suis dit, il y a le monde des risques qui valide officiellement des analyses, tout ça, ça va aider. Et l'après-midi, il y a eu le débat au Sénat. Et ça, c'était super intéressant. Il n'a manqué que 16 voix pour que ce projet de résolution exposant le sujet de la non-résilience alimentaire des territoires soit voté. Et c'était la première fois qu'au Parlement, c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale, ce sujet était posé. Mais en plus, articulé avec la sécurité intérieure et la sécurité nationale, c'était encore plus la première fois. Il n'a manqué que 16 voix, donc ça a été 141 contre 157 à peu près. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse du gouvernement, qui a validé les analyses et les orientations.
Et ça, c'est super intéressant parce que quand on regarde ce que le gouvernement, par la voix du ministre de l'Agriculture, du groupe sénatorial et tout ça au nom du gouvernement, a dit, oui, effectivement, à l'heure de l'hypersophistication des chaînes d'approvisionnement, à l'heure du dérèglement climatique, à l'heure de notre totale dépendance au pétrole, oui, effectivement, la non-résilience alimentaire des territoires doit être regardée avec les lunettes de la sécurité nationale. Alors, ça n'a pas été dit au PMU, hein. J'irai contre les PMU. Ça a été dit quand même au Sénat, c'est officiel. Et ce qu'il y a également d'intéressant, c'est qu'ils ont pris comme exemple ce que j'avais déjà mis dans mon bouquin. C'est à La Réunion. À La Réunion, au mois de novembre 2018, pendant les Gilets jaunes, le port a été bloqué et il y a eu des émeutes de suite. Tout simplement parce que c'est un territoire comme d'autres, hein, qui ne produit pas sa nourriture, sous perfusion alimentaire, et en plus c'était un point d'accès unique. Donc le gouvernement a envoyé des forces de sécurité pour essayer de calmer tout ça, ça n'a pas marché. Et donc du coup, il a dit bon ben ok, promis craché juré, pendant 3 ans je n'augmente plus les taxes. Donc en fait, en quelques jours, le plus vieux couple de risques qui existe, c'est-à-dire approvisionnement alimentaire et ordre public, est ressorti de suite. Donc en fait, ce qui s'est passé à La Réunion, quelque part, on peut dire que ça peut se passer ici s'il y a un problème d'ordre systémique. Et là, arrive le Covid, au mois de mars. Et là, on a vu que, alors qu'il ne manquait encore rien, il y a eu des tensions, voire des échauffourées, et que l'appel à la grève lancé par, je crois que c'était FO, du syndicat des routiers, s'il avait été suivi, là, on était mal. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est la perfusion qui était visée. Étant donné qu'on n'est plus autonome, qu'on est sous perfusion alimentaire, un problème sur la perfusion entraîne le retour de la pathologie qu'on a, c'est-à-dire, pour des territoires, des troubles à l'ordre public et des émeutes. On est comme des corps déséquilibrés et artificiellement équilibrés par des perfusions. Donc il arrive un problème sur la perfusion, la pathologie revient de suite. Donc en fait, depuis le mois de mars, je suis auditionné par, là encore, le Sénat, l'Assemblée nationale, il y a quelques jours. C'était mercredi dernier, c'est l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture qui m'a fait intervenir pour présenter le sujet tel que je vous le présente, et qui voulait me demander ce que je pensais par rapport au foncier. Mais oui, le foncier, pour moi, c'est un facteur de production. C'est un facteur de production qui mériterait d'être intégré dans le SAIV de la loi de le SAIV alimentation de la loi de programmation militaire, ce qui était écrit dans le projet de résolution. Il y a 12 secteurs d'activité d'importance vitale. Donc, télécommunications, certains transports, santé, armée, justice et tout ça. Mais il y a l'alimentation, oui. L'alimentation fait partie de ce SAIV, des SAIV. Mais pas dans tout son spectre. Le foncier n'est pas protégé. Le statut des paysans, les infrastructures nourricières, les fermes, ce n'est pas protégé. Pourtant, on a entendu le président de la République dire que l'alimentation était stratégique. Alors on a tous les éléments. Maintenant, comment localement faire remonter ces questionnements? Parce que l'ordre public, il est partagé par qui? Le maire et le préfet. Les élus à portée d'engueulade en cas de question ou en cas de problème, qui c'est? Ce sont les maires. Qui c'est qu'on va voir? À la porte de qui on va taper dès qu'on a un problème? Les maires.
Et on l'a vu, lorsqu'il y a eu les marchés interdits de se tenir dehors, quelles sont les personnes qui ont le moins bien dormi? En gros, ce sont les maires. Ils avaient la pression de tout le monde. Et là, on voit la fonction historique, quasiment première des maires, du pouvoir municipal, qui est ressortie de coup. Parce que la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qui hiérarchise les besoins, s'est remise à l'endroit en mode stress, parce qu'il y a eu de l'insécurité. C'est pour ça que les agriculteurs sont redevenus subitement très sexy. Leur commande a complètement explosé. Ils sont devenus les plus beaux, les plus gentils, les plus indispensables. Et lorsque le sentiment d'insécurité est reparti, c'est-à-dire au déconfinement, mais pouf, on a remis la pyramide de Maslow à l'envers, quelque part, c'est-à-dire, voilà. Et on se retrouve avec juste des plus 10, plus 20% de demande de produits locaux par rapport au mois de février. Mais c'est extrêmement intéressant. Donc en fait, pour terminer, parce que je crois que j'ai été long, il y a certains outils au niveau des communes et des communautés de communes qui s'appellent les plans communaux de sauvegarde. Et là, vous avez un outil formidable pour inscrire le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dedans. Il y a une commune avec qui je discute régulièrement, c'est la commune de Dompierre-sur-Yon, en Vendée, qui est en train de le faire. Elle a inscrit le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire comme le risque submersion, tremblement de terre ou autre. Et lorsque l'on inscrit ce risque-là dans le plan communal de sauvegarde, on a les coudées beaucoup plus franches pour faire autre chose. C'est-à-dire pour réserver du foncier pour les jardins familiaux, pour de l'installation d'agriculteurs ou autre, pour faire de la formation. C'est un outil, il n'y a pas besoin de l'inventer, il suffit de l'enrichir. Et à mon avis, ce n'est pas le préfet, ou le sous-préfet, ou la sous-préfète qui vous dira le contraire, puisque le ministre de l'Intérieur lui-même a dit que c'était un risque majeur. Donc pour moi, depuis le mois de mai 2019, on est à la bourre dans la mise à jour de la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004. Depuis le mois de décembre, on est à la bourre par rapport à tous les facteurs de production, c'est-à-dire le foncier, les paysans, les verrous des appels d'offres concernant la restauration collective, où on est empêché de cibler le local, mais pour des raisons de sécurité, on pourrait faire sauter ce verrou, par rapport à plein de choses. Donc là, en plus, on a un exemple, on a des signaux faibles, comme on a frôlé la correctionnelle pendant le Covid, on a tous les éléments pour faire avancer les choses, autant du local, en partant du local jusqu'au national, voire de la PAC. Donc en fait, les projets alimentaires territoriaux sont aussi des espaces de dialogue privilégiés pour parler de ça aux élus, aux maires. Et si les PAT étaient supérieurs aux documents de planification territoriale, c'est-à-dire aux SCOT, aux plans locaux d'urbanisme ou autre, ça serait l'idéal. Donc voilà, donc je pense que j'ai débordé. Et voilà, je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va laisser un mot maintenant à Christian qui va nous éclairer aussi sur les risques au niveau du climat. Et puis il y aura une séance de questions-réponses auprès de deux intervenants. Donc je vais passer la parole à Christian. En tout cas, un tout grand merci pour cette intervention. Avec plaisir. C'est pas parce que j'ai pas confiance en Stéphane, c'est parce que je suis un bon petit soldat. Oui, c'est. Je sais pas si il y a vraiment de maintenant. Non, ça va. C'est déjà bien. Bien, écoutez, bonsoir. Alors, contrairement à Stéphane qui s'appelle Stéphane, moi je m'appelle Christian. Donc que tout le monde le sache. Et je vais faire comme lui, c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de parler sans le masque qu'avec. Donc, dans la présentation que nous a fait Stéphane, il y a deux idées qui me sont revenues comme ça en tête. Le premier est issu de la sagesse populaire qui dit qu'un ventre vide n'a pas d'oreille.
Donc effectivement, le problème de sécurité, il est bien là. Le deuxième, en fait, c'est d'avoir regardé, mais pas analysé vraiment, ce qui s'est passé dans la Vésubie il y a une semaine, en gros. C'est vrai qu'il a fallu 4 jours pour rejoindre certains des villages, avec des moyens logistiques remarquables, comme les hélicoptères. Donc imaginez une catastrophe d'ampleur nationale, ce que ça pourrait faire, quoi. Donc là, c'est pour illustrer le propos de Stéphane qui est particulièrement pertinent. Donc, ce que je voudrais rapidement faire comprendre, c'est que le risque climatique est directement proportionnel au risque alimentaire, au risque de la production alimentaire. Voilà. Donc, il n'est pas question de faire peur, de coller la trouille, mais d'éveiller, en fait, de faire comprendre qu'il y a un risque et que la personne qui est consciente du risque va chercher des solutions en amont, si possible. Donc, en fait, c'est une surprise pour personne. Il y a une augmentation de la température, donc, qui exprime l'évolution du climat, et elle est vraiment proportionnelle à l'augmentation de gaz à effet de serre. Donc ça aussi, je tiens à préciser, 95% du réchauffement climatique est lié à la quantité de gaz à effet de serre. Il y a 5% qui sont des petits aléas. Donc, sur la suivante, donc on va parler un petit peu des projections, des conséquences. Donc voilà ce qui s'est passé dans le Tarn-et-Garonne, donc en fait plus exactement sur le Quercy et sur au niveau du PETR du Quercy. On voit qu'il y a une augmentation assez sensible de la température, avec des moyennes qui sont faites sur plusieurs années. Il y a une première séquence en fait de 63 à 80 et une seconde séquence de 81 à 2019. Donc on voit qu'il y a quand même une accélération du phénomène et une montée en fait de la température moyenne annuelle. Là, en ce moment, on dépasse largement les 14 degrés, c'est-à-dire beaucoup plus que la température moyenne du monde. Donc la suivante est liée naturellement à l'augmentation de la température, c'est le risque de production de canicules. Donc ce que l'on voit sur ce graphe de Météo France, ce sont des bulles. Alors les bulles, plus elles sont hautes et plus la température moyenne de la canicule est élevée, et plus la bulle est grande et plus la durée de la canicule est importante. Donc on sait qu'après 2050, on devrait avoir tous les 2 ans la même canicule avec les mêmes conséquences que celle de 2003. Ça, c'est une projection de Météo France. Sur la suivante, donc en fait, d'ici 2040, il faut avoir une petite idée prospective, savoir ce qui va se passer demain. Donc en fait, ça reste un exercice vraiment très difficile, ça c'est vrai, parce qu'on voudrait que ce soit linéaire. En fait, non, c'est jamais linéaire, en fait, ça marche en dents de scie, mais on peut en tirer des tendances, quoi. Il faut s'attendre à une évolution positive de la température moyenne annuelle de l'ordre de 1 degré à 1,5 degré sur 20 ans. C'est beaucoup. Il faut savoir qu'en 12 000 ans, c'est-à-dire après la fin de la glaciation, en fait, la température moyenne de la région a augmenté de 5 degrés. Et là, on voit qu'en 20 ans, on va augmenter d'1 degré. On voit la rapidité à laquelle, en fait, l'augmentation de la température est là. Donc, en fait, avec naturellement une augmentation des périodes caniculaires, que ce soit en termes de durée, sont de plus en plus longues, malheureusement, de fréquence, de plus en plus souvent, et d'intensité, d'ailleurs de plus en plus forte. Voilà. Donc, après la température, on va essayer de parler de la pluviométrie. Voilà. Alors ça, c'est une chose assez amusante, c'est qu'il semble qu'on ait peu d'évolution de pluviométrie moyenne annuelle sur le territoire. Il semble. Sauf que, vous voyez comment ça se passe, c'est qu'il y a une ondulation. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où on a une quantité de pluviométrie, de précipitation intéressante, mais il y en a d'autres où c'est une catastrophe. En gros, ça varie de 400 mm de précipitation par an à 1000 mm. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Donc là, je viens de faire terminer pour le département de Tarn-et-Garonne. Je pense que le rapport va être publié d'ici quelques temps. Avec le département, donc, on a monté une étude pour essayer d'imaginer l'avenir de la ressource hydrique dans le département à horizon 2050. De regarder en fait quand est-ce qu'il va pleuvoir, où il va pleuvoir, combien il va pleuvoir et quelle va être l'évolution de la ressource. Donc je pense que ce rapport est intéressant. Il sera mis en ligne avant longtemps. Je suis en train de le corriger. C'est un étudiant Master 2 du Centre d'études spatiales de la biosphère qui l'a rédigé.
Voilà, donc en fait, sur la diapo suivante, une donnée qui est intéressante, là on a parlé de pluie, c'est-à-dire de précipitation, c'est-à-dire en fait de renouvellement de la ressource. Il faut évoquer une autre donnée qui est l'évaporation ou de l'evapotranspiration potentielle. C'est-à-dire la quantité d'eau qui part naturellement dans l'atmosphère sous l'effet du soleil ou sous l'effet des plantes. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en 2009, parce que je n'ai pas encore les données jusqu'à la fin de l'année, en 2009, on voit qu'il y a 2 saisons où en fait, il y a eu beaucoup plus d'évapotranspiration que de précipitations. Ça veut dire qu'en fait, pendant 2 saisons, au moment où on a besoin d'eau, on a des déficits hydriques relativement importants. C'est vrai encore pour cette année. Donc ça, c'est une donnée vraiment très efficace. On l'appelle la pluie efficace, c'est la pluie moins l'evapotranspiration. Autre donnée également, ah oui, non, ça c'est, on va revenir à... Autre donnée également, c'est que de l'eau, il y en a apparemment. Savez-vous combien, en fait, sur le pays Midi-Quercy, combien on a d'eau par habitant et par an, une précipitation? C'est de l'ordre de 18 000 mètres cubes. Sauf qu'en fait, il y a 56% de cette eau-là qui fout le camp déjà par les rivières. Il y a une grande partie qui fout le camp par l'evapotranspiration. Il y a une autre partie qui fout le camp parce qu'en fait, il y a des espaces naturels, une forêt et la soif aussi. Donc la quantité d'eau disponible par habitant est beaucoup moins importante que celle des précipitations. Sur la suivante, voilà, donc en fait, d'ici à 2050, en gros, il faut savoir que 55% de la surface du Tarn-et-Garonne, c'est de la SAU, c'est de la surface agricole utilisée. Ça c'est important. Que la moyenne annuelle actuelle de l'UTP, c'est de l'ordre de 500 mm par an. C'est-à-dire ça, c'est l'eau qui s'évapore. Qu'il faut raconter environ 10% de plus de 2030 à 2040, mais on aura des années à 700 mm. Ce qu'on a montré avec les bulles là tout à l'heure. Et de 2030 à 2050, de 49 à 54 jours sans précipitation durant les mois de juillet et le mois d'août. Ces mois-là, le total de ces mois-là, c'est 62 jours. Donc on voit que en fait, la longueur des périodes caniculaires ou des périodes sans pluie, sans obligation de canicule, sont très longues. Donc pas de renouvellement de ressources à un moment où on en a besoin. Qu'est-ce qui se passe? On va le voir sur ce graphe-là. Je me suis intéressé à savoir comment allait évoluer la pluviométrie pendant l'hiver. Pourquoi pendant l'hiver? Parce que c'est le moment où la ressource se reconstitue. C'est l'eau rentre dans les nappes, donc va se stocker pour les besoins du printemps. Et la température moyenne en fait du printemps. Alors pourquoi au printemps la température moyenne? Parce que c'est à ce moment-là que va pousser la plus grande partie de notre production alimentaire. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'en fait on a une diminution par palier de 10 ans de la pluviométrie hivernale et qu'en contrepartie, on a une augmentation sur des paliers de 10 ans de la température moyenne des printemps. Moralité, bien sur la diapo suivante. Voilà. Donc en fait, moralité, on va vers des risques et quelques enjeux. Donc les arrosages printaniers à prévoir pour certaines cultures précoces et même vraisemblablement pour le blé, et pour le blé d'hiver, parce qu'on n'aura plus suffisamment d'eau apportée par les précipitations pour le faire pousser. Donc les déphasages phénologiques, en particulier pour les pollinisateurs, les fruits, ils ne sont pas encore pollinisés à la main, donc il faut bien des abeilles pour le faire, mais il faut qu'il y ait, entre les naissances des insectes pollinisateurs et la production des fleurs, qu'elles soient en phase. S'il y a des phasages, ça ne marchera pas. De nouveaux vecteurs géographiques. Alors, on entend par vecteur géographique soit des insectes qui viennent plus au sud et qui vont abîmer ou dévorer les cultures. Il y a le cas de la punaise diabolique que vous connaissez très certainement, qui est une catastrophe, mais vraiment une catastrophe pour la production fruitière. Mais en fait, au-delà des insectes, il y a également un certain nombre de parasites végétaux, comme certains champignons, qui vont finir par attaquer la production agricole. Donc on a une biodiversité fonctionnelle qui sera déstructurée, absolument, apparition de nouvelles toxicités, ça ne faut pas l'oublier, ça rentre dans l'équation et c'est pas négligeable, et un risque hautement probable de perte de rendement agricole. Donc au total, le risque majeur, c'est un risque de pénurie locale de la production vivrière alimentaire, voire de toute la production agricole. Ça peut remettre en cause très sérieusement les circuits courts. Donc je crois avoir terminé. Là, j'avais promis d'être rapide.
En tous les cas, il va de soi que c'est notre prise de conscience collective qui fera avancer les choses, en particulier la prise en main par les politiques de régler les problèmes auxquels on risque d'être confronté. Je voudrais, au-delà de nos territoires, effectivement, qui sont en risque, on ne peut pas le nier, ils sont vraiment en risque. Si on change d'échelle et qu'on regarde ce qui va se passer sur la planète, on sait qu'après 2050, à cause du changement climatique, seulement 6 pays au monde sont capables en fait d'assurer leur autonomie alimentaire. 6 pays. Donc il y a le Canada, dont une grande partie des terres va s'ouvrir à la culture, et il y a 5 pays européens. Ce qui veut dire que le reste des pays n'est pas capable. Et quand on sait que des grands pays comme l'Inde, avec plus d'1 milliard d'habitants, sera juste capable d'assurer que 60% de ses besoins alimentaires, que va-t-il se passer? Il y a une source de conflit majeure qui risque de nous arriver. La deuxième chose, c'est que l'ONU prévoit, suite à l'analyse en fait, de la déprise agricole vers les villes, au niveau mondial, qu'à la fin du siècle, donc dans 80 ans, il y aura une centaine de villes, de mégalopoles, qui compteront plus de 30 millions d'habitants. À une époque où la population mondiale sera de l'ordre de 10 milliards d'habitants. C'est-à-dire qu'en fait, au moins 30% de la population va vivre dans 100 villes. Donc en fait, elles vont se construire comment ces villes? Elles vont se construire où? Sur les terres agricoles. Elles vont pas se construire en hauteur, elles vont s'étaler obligatoirement. Donc il va y avoir d'autres problèmes qui sont liés en fait, au mouvement naturel de migration en fait, des campagnes vers les villes. Voilà, donc en fait, moi j'avais promis d'être rapide, mais c'était donner de l'eau au moulin. Enfin, je voudrais bien que ce soit vraiment de l'eau. C'est pas sûr qu'il y en ait suffisamment pour demain. Mais de donner de l'eau au moulin de Stéphane et le remercier là, pour la pertinence de ses propos et sa clarté donc pour nous éveiller tous. Voilà, merci à vous et à votre disposition pour des questions si vous en avez. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, regardez en moi comme ça, on va pas se reconnaître. Vous avez parlé d'une municipalité qui s'appelle Dompierre-sur-Yon, en Vendée. Et donc en fait, eux, ils ont inscrit le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, ça dans le plan national. Comment ça se fait? Comment on fait inscrire ça? Il faut le revoir. Donc là, l'état d'avancement de cette démarche, au mois de, je sais pas, au printemps, là, en hiver, ils avaient rédigé le cahier des charges pour retenir le bureau d'études qui va les aider à rédiger ce plan communal de sauvegarde. Donc ils en sont là, il n'est pas encore validé par la préfecture, tout ça, mais la démarche est là, elle est très identifiée, c'est une volonté politique de la commune de l'inscrire. Et donc une fois que c'est inscrit, en fait, c'est quelque part une orientation politique. C'est-à-dire qu'ils se donnent quelque part les moyens aussi psychologiques d'engager tout un tas de mesures dans leur commune, et notamment, ils n'ont pas attendu que ça soit validé. Pendant le Covid, ils ont mis en culture 5000 m² en liaison avec la banque alimentaire, pour anticiper ce que j'appelle l'effet ciseau alimentaire qu'on va connaître là, et qu'on commence à connaître. Il suffit de se rapprocher des conseils départementaux. Eux, ils le connaissent, l'effet ciseau, la baisse des recettes avec la baisse des droits de mutation et l'augmentation du nombre de personnes à RSA qui font exploser les demandes. Donc j'étais encore en conférence pour la communauté d'agglomération de Brive, c'était jeudi. Et j'ai fait une conférence avec François Rouillet, qui a lancé les incroyables comestibles en France. Et là, voilà, il me racontait l'entretien qu'il a eu avec le président du conseil départemental.
où quelque part ils sont en panique en disant aidez-nous à trouver des solutions pour donner à manger aux gens. Pour leur donner à manger, les occuper et que ça nous coûte au moins cher. Parce que là, on n'en peut plus. Avec la baisse des dotations de l'État, en plus, l'augmentation des dépenses sociales, l'augmentation des prix de la nourriture et le maintien des charges fixes pour les foyers, à un moment donné, il y a l'effet ciseau. Donc en fait, mettre en place des conditions pour que les populations fabriquent et produisent une part de leur alimentation, c'est aussi une question de prévention des risques. C'est de l'anticipation des risques et c'est de la sécurité préventive. Et dans un plan communal de sauvegarde, si les élus se disent « je réserve une partie des terres pour de l'autoproduction pour les gens, pour également installer des candidats à l'installation des agriculteurs professionnels, je me donne également pour l'obligation d'inscrire d'un approvisionnement local pour mes cantines, soit en régie lorsque j'ai la main, et là on peut le faire, soit en délégation, donc on écrit le cahier des charges pour imposer un maximum de local. Actuellement, il faut encore refilouter. Il faut dire, bon, mais je veux que les produits soient cueillis de la veille. Voilà. Ou il faudra que les producteurs viennent régulièrement expliquer devant les gens, devant les enfants. Voilà. Pour l'instant, on est obligé de filouter. Mais en fait, prendre le prisme des risques et de la sécurité préventive, ça change tout. Et ça permet aussi de rassembler des gens qui jusque-là s'en foutent un peu de l'écologie ou avaient des a priori négatifs ou autres. C'est prendre les risques, le prisme des risques et de la sécurité. On remet la pyramide de Maslow à l'envers, il n'y a pas d'idéologie. Et ça, c'est un outil qui existe. Il suffit de l'enrichir et d'y rajouter ce risque-là et faire complètement écho au sujet qui légitimait la place des élus au Moyen-Âge. Et voilà, tout simplement. Et c'est une co-construction également. Parce qu'un plan communal de sauvegarde, c'est pas écrit une fois, après on l'oublie. Non, ça se fait vivre régulièrement. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher d'eux et à parler à vos élus de cela. Du sujet, de leur rôle historique, et que ça sera eux, ça leur fera peur pour rien, hein. Ça sera eux qui seront en première ligne en cas de pépin, parce que des pépins, au menu des emmerdes, on n'en est qu'à l'apéro. Donc c'est une co-construction, ça se construit ensemble avec les élus. Donc les initiatives citoyennes de groupement d'achat, de commandes groupées, d'AMAP et tout ça, c'est main dans la main avec les élus, hein. Donc c'est ce que je peux vous encourager à faire. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Stéphane, et pour l'avoir vécu, les plans communaux de sauvegarde en fait sont vraiment importants. En fait, ils ne sont pas là que pour gérer des catastrophes hypothétiques, ils sont là pour gérer le quotidien. Donc n'ayez pas peur de proposer à vos élus, aux maires de vos communes, de participer à la construction ou à l'amélioration permanente. Normalement, il devrait y avoir une révision tous les ans de ces plans communaux de sauvegarde. Engagez-vous auprès d'eux. Ma question portait justement sur ces plans communaux de sauvegarde. Est-ce que c'est imposé à toutes les communes de France et depuis quand est-ce que ce plan communal de sauvegarde est imposé à toutes les communes de France? S'il ne l'est pas, je ne vois pas très bien si les élus ont d'autres chats à fouetter en ce moment, comment on va leur dire? Donc vous savez que ça existe et que potentiellement vous pourriez peut-être. Enfin, voilà, on est d'accord. Trop bien. On est d'accord. Donc en fait, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire lorsqu'il y a un risque départemental identifié. Donc en fait, il faut que le DDRM, le document départemental sur les risques majeurs, identifie un risque sur une commune, et là, la commune est obligée de le mettre en place. Mais il n'est pas interdit d'en fabriquer un ou d'en faire un de manière light, ou à plusieurs, à l'échelle d'une communauté de communes. Vous pouvez amener ce sujet en disant, voilà, il y a un risque identifié maintenant venant, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui l'a dit,
le projet de résolution au Sénat l'a identifié aussi. Vous pouvez même demander une audience avec les services de sécurité également. Ça serait bien qu'ils vous répondent de ce qu'il y a comme plan. Vous pouvez même, à travers le DICRIM, le document d'information criminelle sur les risques majeurs, aider à la rédaction de cela. Donc en fait, la voie, elle est complètement ouverte. C'est vrai qu'en France et tout ça, on se dit, bon allez, c'est pas obligatoire, il n'y a pas la case pour ça, je ne suis pas obligé de faire, donc du coup, j'ai pas envie. Mais vous pouvez le faire quand même. Le jour où ça sera au niveau national identifié comme un risque majeur, ça sera tout le monde qui sera amené. Parce que moi, dans ma logique, si le ministre de l'Intérieur dit que c'est un risque majeur, et bien à ce moment-là, tous les DDRM, tous les documents départementaux sur les risques majeurs, devraient intégrer ce risque-là. Et à partir du moment où ce risque systémique est reconnu et inscrit dans les DDRM, ça veut dire que toutes les communes seront obligées à un moment ou à un autre de montrer qu'elles font quelque chose sur la question. Donc rien ne vous empêche, de manière ascendante, de faire ces propositions-là. Hein. Et ça, c'est un exercice démocratique très noble. Vous pouvez créer une nouvelle case depuis Saint-Antonin. Alors en fait, pour tous ceux qui habitent le long de la rivière Aveyron, je pense que c'est la grande majorité d'entre nous, le PCS est obligatoire à cause d'un risque majeur, c'est les ruptures des barrages de Parlou. Donc c'est la raison pour laquelle en fait on en a certainement tous un dans nos communes. Ce serait peut-être pas inintéressant, de faire des plans communaux de sauvegarde au niveau des intercommunalités pour mettre pour mettre les forces d'autres forces majeures en relation. Et je pense qu'il y a une autre structure, mais Stéphane, tu me le diras peut-être. Il y a au niveau des départements la commission départementale des risques sanitaires et technologiques. Ce serait peut-être bien d'ajouter et alimentaire. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, suite à la précédente réunion auquel j'avais participé à Beauregard, j'avais demandé à consulter PCS et le DICRIM à Saint-Antonin. Donc PCS, j'ai peut-être pas été assez perspicace. Le DICRIM, j'ai trouvé facilement. Mais j'ai trouvé que le DICRIM était un document à Saint-Antonin qui était extrêmement pauvre. C'est un document, un copier-coller qui doit avoir été à peu près identique dans la majorité des communes de France et extrêmement pauvre au niveau de certaines zones d'éboulement de terrain, de risques d'inondation, des risques comme ça, mais classiques. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu voir. Après le PCS, en le cherchant comme ça sur Internet, je n'ai pas pu avoir accès. Donc il faut le demander très probablement à la mairie où est-ce qu'on peut y avoir accès. Et qu'est-ce qui différencie réellement le DICRIM et le PCS? Voilà. Oui, alors ce sont des documents publics, hein, donc vous y avez accès naturellement, il suffit de le demander, quoi. Alors c'est vrai que les premières rédactions sont en général très pauvres, mais en fait l'objectif d'un PCS c'est d'être amélioré au fur et à mesure qu'on est confronté à des incidents. Et donc les élus, mais au-delà des élus, en fait, c'est un travail collectif. La sécurité nous appartient à tous. C'est d'y travailler et de proposer d'intégrer une commission et de dire tous les ans, en fait, on se réunit pendant une demi-journée et on révise. Voilà. Et qu'est-ce qui différencie? Quel est le lien entre DICRIM et PCS? L'un enrichit l'autre. L'un enrichit l'autre, tout simplement. Le DICRIM, vous pouvez facilement le transférer ou le mettre à la disposition des gens, alors que le PCS, il est comme ça. Ça fait bien 200 pages, hein, les CV. Bonsoir. En ce moment, le PPR est en train de développer son SCOT. Est-ce qu'il y a moyen d'inscrire le SCOT de sauvegarde alimentaire au sein du SCOT? On serait le rêve, ça. Oui, il y a moyen. En fait, c'est ce qu'entre autres je propose et ce qui a été également proposé par la sénatrice, c'est que, là on peut se permettre de rêver, mais bon, il faut, c'est que les PAT soient supérieurs au SCOT. C'est qu'enfin, on inverse le regard et qu'on le remette à l'endroit.
c'est-à-dire qu'on parte d'une partie des besoins alimentaires à satisfaire, et après on fait de l'aménagement du territoire. Puisque on est capable dans ces documents de planification territoriale de dire il nous faudra tant de crèches, tant de zones d'activité, tant de théâtres, tant de je sais pas quoi, mais tant de nourriture et tant de paysans pour nourrir la population, on ne l'a pas inscrit. Alors que c'est la base. C'est la base de la base. Donc en fait, c'est justement parce que la génération d'élus actuellement, qui n'est que le reflet de la société, est né le ventre plein, il n'a jamais connu la faim. En fait, cette question n'est pas traitée. En fait, partir des risques pour faire de l'aménagement du territoire, oui, mais tout ça, ça demande de la, on va dire, de la pédagogie, de l'inscrire à l'agenda du conseil communautaire ou de chaque conseil municipal pour faire remonter cette réalité-là. Et c'est ce qu'on fait là, en miniature. Hein. C'est de la pédagogie à toutes les échelles à faire. Moi, je le fais lorsque je fais des formations pour élus. C'est au cas par cas. Hein. Jusqu'au jour où il y a un gros pépin au niveau national, où on se prend un coup de stress énorme, on se dit, bon, ben ouais, il faudrait peut-être que localement, on s'y colle, et peut-être que les lois devraient bouger. Mais rien ne vous empêche de mettre à l'ordre du jour du SCOT ce sujet. Qui vous en empêche? Personne. Puisqu'il y a des commissions. Il y a des commissions commerce, agriculture, je ne sais pas, loisirs ou autre. Donc ça fait partie des groupes de travail. Ça fait partie. Bon, à mon avis, le coup est déjà parti, hein, s'ils en sont là, mais étant donné que ça se révise régulièrement, je pense que le coût pour après peut être, on va dire, rattrapé, pas forcément, mais rien ne vous empêche de programmer des réunions d'information pour poser le sujet maintenant et de dire que dans la prochaine version du SCOT, dans le PADD, ce sujet soit complètement inscrit. De toute façon, c'est quoi? C'est tous les 5 ans que les SCOT ils se révisent maintenant? À peu près, non? C'est le premier. Bon, mais ça a des durées de vie très, on va dire maintenant, très réduites. Mais rien n'empêche de poser le sujet dès maintenant. Et en évoquant le SCOT, en évoquant le PLUI, en évoquant les PCS. Et en sortant le PCS, on dit, oh, il faudrait que le SCOT, il corresponde au PCS. Et là, vous les tenez. Juste qu'on ne comprend pas les Oui, acronymes, mais après... Excusez-moi. Est-ce qu'on peut... Les acronymes, c'est... Excusez-moi, PCS, Plan communaux de sauvegarde. SCOT, schéma de cohérence territoriale. En gros, c'est les super PLU. C'est ce qui chapeaute les cartes communales et les plans locaux d'urbanisme, pour faire gros. Et les PLU et les cartes communales doivent être compatibles au schéma de cohérence territoriale qui sont réfléchis à une échelle au minimum intercommunale. Au minimum. Il peut y avoir plusieurs communautés de communes pour un SCOT. C'est le cas ici. Ah, désolé, je voulais faire c'est un commentaire, je pense. En fait, juste le SCOT, effectivement, en cours d'élaboration, donc en PADD, il inclut le plan alimentaire de territoire, qui est porté aussi par le pays. Et il y a les axes agriculture-alimentation qui sont quand même présents dedans. Alors effectivement, je pense qu'on va pouvoir rajouter des éléments et les compléter largement, mais en tout cas, c'est quand même abordé en tant que préservation au moins de la superficie agricole sur le territoire. Et d'irrigation aussi, enfin, il y a un Les facteurs de production sanctuarisés? Pardon? Est-ce que les facteurs de production, c'est-à-dire l'eau, le foncier, tout ça, c'est écrit que c'est sanctuarisé, que ça ne bouge pas? Alors, il y a des taux qui sont indiqués d'urbanisation, des zones qui sont complètement protégées. Il y a aussi la trame verte et bleue pour le corridor écologique. Après, on peut sûrement aller au-delà, ça je suis persuadée. Voilà. Donc voilà, donc c'est investir déjà ces interstices pour enfin mettre des quantités. Lorsque l'on aura ciblé des parcelles pour, en gros, une consommation, là on protège. Tant que c'est flou. En gros, la majorité des SCOT, c'est je me gargarise du fait que je réduis la destruction des sols.
Je réduis la vitesse de la destruction du sol. Jusque-là, c'est ça. Mais il n'y a pas de fléchage du foncier nourricier vers une consommation locale. Et tant que c'est pas comme ça, on ne protégera pas, on n'identifiera pas, on n'incarnera pas le chose. Je pense que c'est la bonne transition. C'est la bonne transition pour passer à la deuxième partie, parce que la soirée est en deux parties, mauvaise nouvelle et puis bonne nouvelle. On va pouvoir découvrir des choses d'accord. Je vais passer la parole à Nathalie qui va les présenter. En tout cas, encore un tout grand merci à Christian et Stéphane pour les réponses aux questions. Merci beaucoup. Voilà, donc pour la suite, on va passer aux acteurs locaux qui mettent en place des actions sur le territoire. Donc le plus large, c'est le pays Midi-Quercy, avec son plan alimentaire de territoire. Donc Marie-Agnès, je te passe la parole. On en met partout. Comme tu peux, là, parce que c'est un peu long. Donc voilà, donc je suis Marie-Agnès Brandy, je travaille au PPR Pays Midi-Quercy pour le groupe 3 intercommunalités. C'est la commune Quercy-Cossadé, Quercy-Rouergue, Terrasse-Éveil de l'Aveyron, ça fait 50 communes, environ 50 000 habitants. Donc, comme le disait Christian Schoch, c'est effectivement 50% de la superficie agricole sur le territoire, 10% des emplois aussi, 300 exploitations, quand même une bonne partie qui est sous appellation de qualité, donc c'est signe d'indication de qualité. 8% en bio et 20% qui font des circuits courts. Alors bien évidemment, toute leur production ne part pas en circuit court, mais bon, on est quand même pas trop mal à ce niveau-là. Au niveau du Scotch, il y a eu des diagnostics de fait sur cette production. Donc on a quand même un modèle polyculture, polyélevage qui était présent auparavant, qui est en nette diminution. Le nombre d'exploitations agricoles est en chute libre, donc on a déjà perdu au moins 30% des agriculteurs sur les 10 dernières années, et c'est ce qui est prévu sur les 10 prochaines années. On passe à 40% de départ en retraite, avec un peu moins de 25%, enfin même pas un quart des exploitations qui sont reprises par la suite, au niveau familial ou avec des repreneurs connus. Donc là, ce qui implique que du coup la taille des exploitations augmente énormément. Les exploitations sont difficilement reprises par de nouvelles personnes qui voudraient s'installer puisqu'elles sont trop chères. La valeur des terres a énormément augmenté aussi, plus 36% en 5 ans. Et on a très peu d'outils de transformation sur le territoire, ça c'était les mauvaises nouvelles. Voilà. Mais on a quand même un projet alimentaire de territoire qui a été labellisé en 2017, qui a été co-construit avec tous les acteurs du territoire, y compris l'INRA qui avait participé avec un projet Datavox qui permettait d'impliquer les citoyens et les associations locales. Donc il y a 5 axes: le développement des circuits courts, un travail sur le patrimoine alimentaire aussi, donc sur la valorisation du patrimoine alimentaire, la reconnaissance du lien entre l'alimentation et la santé, et l'autoproduction des habitants, pour revenir aussi sur ce que disait Fanny, et la dynamique agricole, l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est les 5 axes. L'avantage du projet alimentaire de territoire, c'est qu'il permet de travailler de manière collaborative. Il a été fait comme ça. Et en fait, on essaye justement de continuer à travailler de manière partenariale. Donc on a, selon les projets, parce que pour mettre en vie ce projet alimentaire de territoire, il faut des financements. Comme ce n'est pas une compétence obligatoire l'alimentation, on n'a pas vraiment de financement dédié sur cette thématique-là. Donc au final, on répond à des appels à projets qui sont soit de la région, soit de l'Europe, enfin région Europe en général, de la DRAF, donc la Direction régionale de l'alimentation et de la forêt, et de l'ARS, l'Agence régionale de santé. On arrive à monter des projets partenariaux sur différentes thématiques en se calant forcément sur ce que demandent aussi les financeurs. Je vais donner juste quelques exemples parce que j'ai pas trop de temps
Donc notamment, on essaye de sensibiliser au foncier agricole via le SCOT, donc chemin de cohérence territoriale. Le PADD a effectivement été validé ou est en cours de validation, je ne sais plus trop. Il y a la partie agricole, préservation des terres agricoles qui est bien inscrite dedans. Maintenant, il faut aussi qu'on mette en avant, je pense, tous les outils qui peuvent être mobilisés par les élus locaux pour créer des réserves foncières, des contractualisations pour peut-être installer des agriculteurs en ayant préempté certaines terres agricoles. Il y a différentes possibilités qui existent, donc on fera passer ça aux élus pour les informer. On est en train de réfléchir aussi à la création d'un espace test agricole pour installer. Là, c'est vraiment ce qu'il faut faire sur le territoire, c'est vraiment privilégier l'installation des agriculteurs. Il y a des actions sur la transmission-installation aussi qui sont nombreuses, mais qui sont vraiment pas évidentes à mener. Donc des visites de ferme à transmettre, qui n'ont pas eu beaucoup de succès, alors que pourtant il y a vraiment un problème de reprise de ces exploitations. Là en ce moment, aujourd'hui d'ailleurs, la DEAR avec la mairie de Daguépi avait monté un système de mobilisation d'étudiants sur des scénarios de reprise de ferme pour essayer de voir comment une ferme pouvait être reprise avec différents modèles, peut-être à plusieurs, peut-être de manière différente, pour essayer de nouvelles choses, des tas de forums, des choses comme ça. Des rencontres aussi sur l'installation maraîchage polyculture en collectif, qui sont prévues pour l'année prochaine. Et on travaille aussi sur le développement de l'agroécologie, donc avec un travail avec l'humain, avec les associations locales, SIVA, Histoire Recyclable, CPIE, sur la sensibilisation des habitants au jardinage. Et là, on vient de monter un appel à projet, on fait même appel à des fondations privées, Carasso, donc, sur l'échange de pratiques agricoles pour les agriculteurs entre groupes, c'est-à-dire entre groupes climat, ADR, campagne vivante. On va sûrement intégrer la chambre si on le souhaite. Voilà, c'est un peu le principe. Sur la commercialisation, donc, Hélène vous expliquera, Hélène Bourri du CIVAM, avec l'ADR l'an dernier, avait créé 2 groupements d'achats citoyens qui ont très bien marché, donc elle vous expliquera en suivant. On est en train de travailler sur des groupements de producteurs, mais alors c'est vraiment pas évident parce que les producteurs locaux arrivent à valoriser leurs marchandises, il y a beaucoup de marchés, ils ont très peu de temps, en fait, c'est surtout ça la problématique, pour arriver à passer sur une autre économie, sur d'autres modes de fonctionnement. Donc on essaie de travailler sur des systèmes éventuellement de paniers ou des magasins de producteurs, des équipements. Donc voilà, on essaye d'explorer un peu toutes les pistes. Il y a un groupe d'étudiants de Turpan qui travaille avec nous sur le sujet. Et moi, je travaille en particulier sur les cantines. Alors, je vais juste faire 2 minutes sur les cantines parce que c'est très emblématique, je pense, du problème. Donc, on a 36 cuisines. Donc, je compte les EHPAD, les collèges, les lycées, les primaires, enfin, les cantines scolaires. Ça fait 8000 usagers, 1,5 million de repas par an. Il y en a, les EHPAD, c'est le midi et soir, on n'a pas. 1,5 million de repas, si on compte à 2-3 euros en moyenne de coût repas, ça fait quand même plus de 4 ou 5 millions d'euros sur le territoire. Donc c'est quand même un levier énorme pour la production locale. Bon après voilà, il y a des gros écarts entre les petites cuisines et les grandes cuisines, mais bon, ça c'est encore autre chose. On a fait de la sensibilisation des élus, donc il y en a beaucoup qui souhaitent intégrer les produits locaux, des rencontres de formation cuisiniers, parce que les cuisiniers n'ont pas forcément de connaissances pour travailler végétarien, par exemple, ou pour pouvoir travailler des produits locaux en frais, du sourcing, mais on a le gros problème qui est lié à la loi Egalim, et on revient sur ce que disait Stéphane Mou, c'est que la loi Egalim impose, n'impose pas justement de travailler avec du local, voire même l'interdit. C'est-à-dire que dans un appel d'offres, vous ne pourrez pas marquer que vous voulez de l'alimentation locale. Alors que ce que les élus locaux veulent, et ce que les cuisines veulent les familles, c'est de la cuisine avec des produits locaux, donc le plus possible, c'est mieux, mais quitte à faire évoluer la production locale par la suite. Donc on est coincé au niveau de la réglementation européenne.
européenne et de l'application, enfin c'est la France aussi quand même. Ouais, il y a quand même. Donc ça c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas sur le territoire, il faudra 50% des produits sous appellation de qualité, on les a pas. 20% de bio, on les a pas non plus. Et en plus de ça, à un coût, voilà, il faut épargner les familles, donc les collectivités n'ont pas forcément les moyens d'ajouter. Voilà, donc toute la complexité de la chose, mais on essaiera de faire la production locale par la suite. Voilà. Et, ah oui, et juste au niveau du PMI d'Iquercy aussi, on a une démarche qui s'appelle la charte produit en PMI d'Iquercy, de développer les circuits courts où on essaye de regrouper tous les acteurs qui soit produisent et vendent en circuit court, ou qui utilisent des produits locaux, ça peut être les collectivités, y compris pour bouffer leur cantine, les transformateurs, les épiceries, enfin voilà, on essaye de valoriser ça. Et on prévoit une réédition début 2021, donc voilà, si vous connaissez des producteurs qui ont envie de rentrer dans cette démarche, elle permet aussi de donner nous un groupe de personnes avec lesquelles travailler et monter des produits. Voilà. C'est la parole à Hélène qui aussi là. Voilà, merci. Merci Madame la ministre. Donc moi je vais vous parler des groupements d'achat citoyens, donc ça va un petit peu changer de prisme. Là on a beaucoup parlé institutions, politique, etc. On va voir le côté vraiment du citoyen et donc de tout un chacun en fait. Hein. Ça me paraît aussi important d'aborder cet aspect-là. Donc ça c'est une première diapo juste pour vous donner un peu les enjeux. D'abord qu'est-ce que c'est qu'un groupement d'achat citoyen et quels sont les enjeux qui y sont liés. Donc c'est quoi? C'est un collectif d'habitants qui s'organise en autonomie pour acheter régulièrement des denrées transformées directement auprès d'agricultrices et agriculteurs proches de chez eux. Pour que ça existe, pour monter à l'étage d'au-dessus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'un côté des habitants, donc avoir, motivés par le soutien à l'agriculture locale, prêts à s'investir dans une aventure collective, parce que c'est vraiment une aventure collective, et c'est pas en claquant des doigts qu'on fait un groupement d'achat citoyen, je tiens quand même à le préciser, et des gens qui partagent des valeurs de solidarité et de convivialité. Et puis de l'autre côté, vous avez les agriculteurs, sans qui on ne peut pas faire ça. Donc du coup, il faut un groupe d'agriculteurs motivés par la vente directe et le contact avec les consommateurs, et qui sont prêts aussi à ouvrir leurs fermes aux habitants pour échanger sur leur mode de production, voilà, qui sont dans cette volonté de transparence qui est très importante quand on a cette démarche de création de groupement d'achat. Alors, quand on a ces deux ingrédients du haut, parfois ça suffit, ça se fait voilà, spontanément. Parfois on donne un petit coup de pouce des associations comme le Sivam Toumal ou d'autres, ou alors des groupements d'achat déjà fonctionnels aussi qui peuvent faire un peu de tutorat. Parce que c'est vrai que la mise en œuvre de ça, c'est quand même un peu, ça peut paraître un peu lourd et compliqué. Donc quand on peut donner amorcer la pompe, ça aide. Donc du coup, ça a été le cas, je vous expliquerai après, ça a été le cas du CIVAM qui a, avec l'ADR, accompagné la création de deux groupements d'achat sur 2019. Quels sont les enjeux maintenant de ces groupements d'achat citoyens? Il y a des enjeux sur trois domaines, le domaine de l'environnement, le domaine du territoire et le domaine des citoyens eux-mêmes. Les enjeux pour l'environnement, c'est principalement, alors ça ne se veut pas exhaustif, hein, ces enjeux, mais c'est juste pour pointer les points qui m'ont paru les plus importants. Les enjeux pour l'environnement, c'est la diminution des distances parcourues par les denrées. Et c'est la réduction des emballages, en travaillant aussi avec du vrac, et de toute façon essayer de diminuer au maximum tout ce qui est emballage, notamment des fruits et légumes. Pour le territoire, c'est garder la valeur ajoutée pour les agriculteurs, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre l'agriculteur et le consommateur. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est ça qui permet, c'est le maintien de cette valeur ajoutée entière aux agriculteurs qui permet de pérenniser les petites structures et les emplois non délocalisables qui y sont liés. Et ça, ça fait partie du maintien de la vitalité rurale. Si on perd
les petites fermes, on perd ces emplois non délocalisables, on perd une partie de notre vitalité rurale. Donc ça, c'est vraiment, et là, il y a un enjeu très fort pour le territoire. Et du côté des citoyens, il y a d'une part créer du lien et des dynamiques collectives solidaires entre habitants d'un même territoire. Derrière le mot habitant, il y a à la fois les paysans et les consommateurs. Hein. Les deux sont dans le mot habitant. Et puis il y a aussi, et ça c'est très important, être acteur de son mode de consommation, prendre les choses en main.